Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogmo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Fate Forge, les chroniques de Cannes, un jeu à campagne dans lequel j'ai passé littéralement mes 4 derniers jours dès que j'avais un petit temps libre. Eh bien, je n'ai fait que jouer à ça. Maintenant que la campagne est enfin terminée, on va se retrouver pour discuter un peu de ce que j'en pense. Fate Forge, les chroniques de Cannes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans l'univers du jeu de rôle Dragon, qui est un jeu de rôle français, un jeu de rôle bordelais, mais qui s'appelle en anglais Fate Forge, d'où le nom Fate Forge dans ce jeu qui est du coup fait par Mighty Boards, localisé par Don't Panic Games, je crois, probablement, et c'est un jeu de Gordon Calleja, ou Calleja, je ne sais pas si ça se prononce à l'espagnol ou pas. Si ça se passe dans le jeu de rôle Dragon, globalement, vous n'avez rien besoin de savoir. Tout le scénario va se passer dans une ville qui s'appelle Azafir, qui est probablement une ville connue, mais on s'en fout. Et vous allez incarner des personnages qui viennent de la forêt des anciens, ou quelque chose comme ça, en vrai j'ai déjà oublié, mais d'un lieu un petit peu particulier. On va essayer de se faufiler dans cette ville pour essayer de sauver quelqu'un d'important et qui est retenu en otage par l'Ikral, qui est un mec qui a pris le contrôle un petit peu des territoires, un peu par la force, mais qui est devenu immortel. Enfin, il inspire beaucoup de respect, mais en même temps pas mal de crainte. Qu'est-ce qui va se tramer tout au long de ce scénario? Et ben vous le découvrirez en jouant à Fate Forge. Clairement, on va le dire tout de suite, le scénario et pas sensationnel. Il n'est pas mauvais pour autant, on prend plaisir à le parcourir, il n'y a pas de retournement de situation bouleversant, ça reste une histoire d'heroic fantasy assez classique. Ceci dit, après avoir terminé, eh bien, il y a encore des pistes qui sont ouvertes. On sait clairement qu'il peut y avoir une suite, et cette suite, bien sûr, que c'est la deuxième campagne qui est présente dans une extension qui s'appelle Le Choc des Immortels. J'hésite très fortement à l'acheter parce que j'ai envie de connaître un petit peu la suite. Alors c'est une vraie fin, vous n'avez pas besoin d'acheter la deuxième, la suite, mais vous savez qu'il y a encore des arcs narratifs qui ne sont pas totalement fermés, ou en tout cas qui s'ouvrent à la fin de ce premier chapitre, donc ça donne envie d'essayer. Clairement, j'ai passé beaucoup trop d'heures non-stop dans ce jeu, donc je sature un peu, hein. J'ai fait mon boulimique, j'ai tout enchaîné d'un coup, du coup maintenant j'ai besoin de changer d'air, mais si vous y allez à petite dose, etc., par-ci par-là, vous aurez sûrement envie d'enchaîner parce que le jeu est très plaisant. C'est un jeu à campagne, c'est un jeu où vous allez enchaîner des scénarios avec un système un peu particulier, c'est que vous allez enchaîner 2 scénarios et une scène de repos. 2 scénarios, une scène de repos, 2 scénarios dont un combat de boss, une scène de repos, etc. tout au long de 3 actes. Le jeu se dargue de vous permettre de faire des parties en 1 heure, c'est-à-dire qu'un scénario, un chapitre, c'est 1 heure. Et bien je suis totalement d'accord, c'est même moins que ça. Globalement, un chapitre pour moi, c'est plutôt entre 30 à 40 minutes, ce qui fait que vous allez faire 18 chapitres obligatoires, 18 scénarios obligatoires, et pendant ces phases de repos, vous pourrez faire des quêtes annexes, faire d'autres scénarios. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille parce que ça permet d'en apprendre un peu plus sur le lore et surtout de récupérer des objets que vous ne pourrez pas avoir. Mais globalement, je pense, j'ai pas vraiment chronométré, mais je pense avoir fait la campagne avec 4 ou 5 quêtes annexes, globalement en 20 heures, 25 heures. Donc oui, c'est assez court, c'est moins d'1 heure par partie, même, je pense avoir même plutôt passé 20 heures que 25 heures pour faire le tout. Et on va se le dire, ce qui est limite le plus long, c'est la mise en place, parce qu'à chaque scénario, vous allez avoir une mise en place particulière avec toutes ces tuiles là que vous allez avoir recto verso avec différents thèmes, soit par exemple un peu les grottes, soit la ville, soit la forêt, etc. Et des tuiles comme ça, vous en avez 35 de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et clairement, c'est vrai que une fois que vous avez mis en place ça, vous devez mettre vos différents jetons, vous devez mettre le point de départ avec vos figurines, vous devez éventuellement mettre des objectifs sur le terrain, vous devez mettre des fois des pions d'armure sur les différents ennemis, vous devez mettre des coffres, vous devez mettre des portails. C'est vrai que l'installation de chaque chapitre, globalement, c'est un peu chiant. C'est un petit peu long, mais finalement, comme tous les jeux du genre, hein, si vous avez joué à Gloomhaven, c'est probablement encore pire. Mais c'est vrai qu'il y a souvent 5 minutes à 10 minutes d'installation, trouver les bonnes cartes, trouver les beaux ennemis, etc. Parce que eh bien, chaque ennemi va avoir des compétences particulières. Et donc, s'il n'y a toujours qu'un type d'ennemi rouge par scénario, il faut trouver la carte d'ennemi rouge parmi 6 ou 7 différentes. Donc la mise en place est un peu longue, est un peu chiante, et limite on a l'impression de passer plus de temps à installer qu'à jouer. Ce qui est faux, vous êtes à 10 minutes, grand max, en vrai on est plutôt sur 5 minutes d'installation, alors que la partie, le combat, vous allez jouer en à peu près 35 minutes. Mais quand on enchaîne toutes les parties à la suite comme ça, on a un peu la flemme de réinstaller les tuiles, et clairement, à la fin, tout ce que je regardais, c'était plus forcément
le numéro de la tuile pour correspondre, pour qu'au niveau du lore, au niveau du scénario, ça ressemble à quelque chose, que si on est en plein milieu d'une grotte, on ne soit pas comme ça, mais je vous avoue qu'à la fin, je m'en fichais royalement. Je prenais juste la forme qui m'intéressait pour que ça puisse créer le scénario ok, et peu importe si j'avais un medley de violet, de vert, de gris, de machin, histoire de gagner un petit peu de temps, je prenais en compte uniquement les formes des tuiles. Clairement, je vais vous le dire, hein, pour moi, c'est son plus gros défaut, c'est cette installation à chaque chapitre, même si en vrai, c'est normal dans un jeu à campagne, surtout quand ça prend un peu de place, etc. Ça sera toujours comme ça, il y a toujours du temps de mise en place. On n'y peut pas grand chose, à part si on fait un livre comme les Mâchoires du Lion, Gloomhaven, les Mâchoires du Lion, mais bon, là c'est vrai qu'il y a pas mal de chapitres, et en plus vos chapitres vont peut-être pas être exactement les mêmes en fonction des choix. Parce que c'est un jeu narratif qui est géré par une application. Et là, comme j'ai pas prévu le coup, l'application, le téléphone, la tablette est éteinte, donc il faut que je la rallume. Une fois que vous êtes sur l'application, c'est comme ça, alors ça vous dit que c'est mieux de l'avoir sur une tablette que sur un téléphone. En vrai, le téléphone, ça marche très bien, c'est juste que du coup, l'installation de tous les chapitres se fait via cette tablette qui va vous montrer bien, la disposition. Donc c'est sûr que plus l'écran est grand, plus vous voyez la disposition, mais sur un téléphone, ça marche très bien. Alors malheureusement, je viens de voir que je ne pouvais pas vous charger ma campagne, puisque elle est terminée. Vous pouvez faire une nouvelle campagne, ou vous pouvez faire mode solo. On va y revenir juste après. Quand vous lancez, vous créez un slot. Ah oui, ça m'a vraiment totalement tout effacé. Vous pouvez choisir votre extension. Vous choisissez vos personnages, par exemple ces deux-là, et ensuite, mode facile, oui, non, vous faites non, et ça vous explique un petit peu comment ça va marcher. L'application est clairement pas ultra intrusive. Globalement, elle va vous permettre, vous le voyez ici, de lire. Et c'est beaucoup plus pratique, il faut se le dire, que d'avoir un livre, de tourner à telle page ou telle page. En plus, des fois, vous aurez des choix qui vont faire que vous n'allez pas faire exactement... Alors, je ne sais pas, j'ai fait qu'une campagne, mais des choix qui ont eu l'air d'avoir un impact sur la suite, avoir un impact sur les scénarios. Donc, j'imagine qu'il y a des scénarios un peu différents. Alors, à quel point ils sont différents? Est-ce que ce sont les mêmes dispositions, mais avec d'autres objectifs dessus? Je ne sais pas. Mais ça vous fait vraiment, finalement, faire des choix. Ça vous dit quand est-ce qu'il faut faire tel lancer de dés, quand est-ce qu'il faut faire tel test, et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. C'est tout traduit en français, j'ai pas vu de grosses erreurs, des fois il y a des petites lettres qui sont écrites en double, etc., mais ça reste assez rare. L'application n'est pas intrusive, elle vous permet vraiment de suivre votre scénario et de faciliter la gestion, notamment au niveau des scènes de robots, parce que je vous ai dit que tous les 2 combats, vous allez pouvoir vous reposer, vous aurez entre 4 et 5 temps, vous aurez des temps spéciaux, vous pourrez dépenser un certain nombre de points d'action pour faire certaines activités, donc ça permet ça aussi de se rappeler de ce que vous avez fait, etc. Donc c'est assez pratique. Si j'avais entendu une critique sur ce jeu avant de l'acheter, c'était que sur cette application, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous avez validé quelque chose et que vous vous êtes trompé, c'est mort. Et ça me faisait très peur parce que moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, auquel je joue énormément sur téléphone, c'est Discordia, et l'application, elle est nulle à chier parce que si vous cliquez par erreur sur un coup et que c'était pas celui que vous vouliez faire, ça le valide et ça vous nique totalement votre partie. Impossible de revenir en arrière. Donc là, j'étais franchement réticent. En pratique, là, vous avez quand même pas mal de moyens. Vous êtes allé trop vite sur la mise en place, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes allé trop vite sur la mise en place, c'est pas grave. Vous avez les moyens de récapituler en appuyant sur les boutons qui sont en dessous. Vous pourrez voir les objectifs, vous pouvez voir les différents types d'ennemis. À chaque fois, ça vous redonne la séquence du tour, donc vous ne pouvez pas vous oublier, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous lancez le combat, même si tout est écrit sur les cartes, vous avez tous les mots-clés qui sont réexpliqués. Donc en fait, c'est vraiment un facilitateur. Et quand vous avez des choix importants, notamment à un moment pendant les combats, et on va revenir juste après sur le gameplay, vous avez une réaction des ennemis. Vous avez le vrai tour des ennemis, mais en plein milieu de vos tours, vous avez une réaction des ennemis. Cette réaction est écrite ici. Si vous appuyez juste sur continuer, ça ne va pas partir. Il va falloir maintenir sur le bouton. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous verrez forcément cette réaction, vous ne pouvez pas passer à côté. Dès qu'il y a quelque chose d'important, ça vous demande de maintenir appuyé. Donc pas d'erreur possible. Cette application est plutôt bien faite. Elle sauvegarde n'importe quand. Donc même si vous fermez l'application, ça va vous remettre exactement au combat. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu d'un combat, mais l'application, pour le coup, aucun souci, aucun bug et pas de problème de misplay avec. En plus, elle permet finalement de créer un petit peu de surprise, notamment au niveau de certains combats de boss. Pendant certains tours, il va y avoir des événements. Alors, ces événements sont totalement mimables avec des cartes ou avec un bouquin ou quoi que ce soit, mais si ça vous dit sortez ce paquet de cartes avant le combat ou que vous voyez la mise en place du truc, vous allez voir un peu ce qui va se tramer. Et vous n'aurez pas la surprise que là, vous vous attendez à un combat classique, et quand vous appuyez sur tour des ennemis, bam, il arrive des petits bouleversements, etc. Et c'est une sacrée surprise. Ça pourrait m'être un petit peu plus poussé parce que ces choses un peu exceptionnelles qui vont twister un petit peu le jeu n'arrivent que pendant les combats de boss, et les combats de boss, il n'y en a pas énormément. J'aurais même aimé du coup avoir un peu plus de ce
ce chaos, c'est pas du chaos en vrai, mais en cours de partie pour créer des choses un peu plus folles. D'autant plus que ce n'est pas de l'aléa, c'est scripté. À telle fin de manche, il va se passer tel truc, à telle fin de manche, il va se passer tel truc, parce que les combats sont finalement timés. Vous n'allez pas faire des combats qui vont durer des heures et des heures, donc le jeu sait que s'il y a 5 manches au combat, il peut vous faire ça à la manche 1, à la manche 2, à la manche 3. Et c'est pour ça, petite transition, que le jeu est assez rapide à jouer, c'est que justement, c'est un jeu où vous allez avoir un certain nombre de tours pour valider vos objectifs. Le jeu a un système très simple, chaque personnage a ses dés qui lui sont propres en fonction de si vous utilisez. Alors vous avez 5 personnages dans la boîte, moi j'ai utilisé la voleuse et le garde Sylvestre, donc un archer. Vous lancez au début de votre tour les dés qui vont vous donner des caractéristiques possibles, se déplacer, donner un coup d'épée, tirer une flèche, ou un peu le dé qui peut activer votre capacité spéciale. Et puis, vous avez un personnage qui a justement des capacités spéciales. Quand c'est à votre tour de jouer, je vous passe un petit peu les détails, et bien tout simplement, vous pouvez utiliser un petit pas pour vous déplacer d'une tuile, une épée pour faire un dégât au corps à corps, une flèche sur une case à distance. Mais vous allez aussi avoir ces différentes caractéristiques qui vont vous dire, bah là, si je retire mon token furtif, qui est le token de la voleuse, et que je dépense n'importe quel dé, et ben je peux étourdir un ennemi. Mais j'ai aussi des compétences passives qui dit que si je suis furtif, je ne peux pas être ciblé par des flèches. Et donc globalement, vous allez utiliser vos dés pour utiliser au mieux vos compétences et vous débarrasser au mieux des ennemis, non pas dans le but de tuer tout le monde, dans le but de valider votre objectif. Au début d'un scénario, vous avez un objectif qui est clair. C'est pas de tuer tout le monde, c'est d'aller à un point B bien particulier, de tuer tel mec pour récupérer tel objet et d'aller à tel endroit, par exemple. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de valider cet objectif en prenant le moins de coups possible. Vous n'avez pas besoin de tuer tout le monde, vous devez juste survivre en ayant validé votre objectif jusqu'à la fin du nombre de manches. Si ça vous dit qu'il y aura 3 manches, vous aurez 3 manches. Si ça vous dit qu'il y aura 5 manches, vous aurez 5 manches. Si vous validez votre objectif à la 4e manche, vous serez obligé d'attendre la 5e manche. Et donc, il ne s'agit pas de faire le plus de dégâts possible, il s'agit d'être efficient, d'être efficace. Pourquoi? Déjà parce que vous êtes obligé de survivre jusqu'à la fin de la manche. Vous êtes souvent envahi d'ennemis, et si vous commencez à tuer tout le monde, vous n'arriverez jamais à votre objectif dans les temps. Il y a quand même une course. Les manches peuvent être la partie, le combat peut être long s'il y a beaucoup de monde, et que vous prenez plein de dégâts, mais en même temps ça peut être aussi court si vous n'allez pas à l'essentiel. Et puis surtout, c'est qu'à la fin d'un scénario, vous n'allez pas récupérer votre vie. Vous allez récupérer un point de vie et un point d'énergie. Alors peut-être que si vous avez réussi à récupérer de la nourriture, vous pourrez vous améliorer un petit peu, mais les vrais temps de soins sont aux scènes de repos. Et je vous ai dit qu'il y avait une scène de repos tous les 2 combats. Donc ce qui veut dire qu'il faut enchaîner 2 scénarios de suite pour pouvoir se soigner. Donc, si vous faites un peu n'importe quoi, que vous prenez plein de dégâts parce que vous amusez à tuer tout le monde, eh bien vous n'aurez finalement que très peu de vie pour le prochain scénario, et souvent le 2e scénario est un peu plus compliqué que le premier. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, et donc le but n'est pas de faire des dégâts, le but c'est de prendre le moins de dégâts possible en validant les objectifs. Vous avez un dé qui vous permet de vous déplacer un peu plus, eh bien si c'est pour finir dans une tuile où il y a plein d'ennemis et que ça va être à eux de jouer, ça ne sert à rien. Économisez vos ressources, le but c'est vraiment de ne pas prendre de dégâts. Et ça, il faut bien le savoir parce que ça va décontenancer beaucoup de joueurs et faire en sorte que peut-être qu'ils ne vont pas terminer la campagne. Si jamais vous échouez un scénario, c'est pas grave, vous n'allez pas recommencer le scénario, à part en de rares cas. La plupart du temps, ça va vous donner une fin un peu moyenne qui va vous entraîner sur un autre scénario où vous allez le commencer avec finalement très peu de vie parce que vous allez très peu vous soigner. Et donc ce scénario-là va être dur, et donc vous risquez encore de prendre cher, et donc d'avoir une mauvaise fin, et tout ça va faire que finalement vous n'allez pas arriver sur la bonne fin, mais sur la mauvaise fin du jeu, sachant qu'il y a 4 fins différentes. Donc c'est essentiel, il faut bien le retenir pour pas trouver que ce jeu c'est de la merde, de faire vraiment en sorte de ne pas prendre de dégâts. Ne pas prendre de dégâts fait que les scénarios sont beaucoup plus simples, parce que le 2e scénario, eh bien, vous avez cette latitude, là où vous allez pouvoir prendre un peu plus de risques, parce que vous savez qu'après vous allez pouvoir vous soigner, alors que si vous faites de la merde au premier, le 2e, vous n'aurez pas le choix que de faire de la merde, parce que vous n'aurez aucune latitude, aucun point de vie. Donc ça, faut bien l'avoir en tête, et c'est pour ça que moi, j'ai pas pris le samouraï, j'ai tout de suite commencé sur un build voleur, parce que cette voleuse, elle peut être furtive, donc elle est potentiellement un peu caché, et puis quelqu'un qui va tirer à distance, comme ça on est un peu tranquille. Je pense que pour le solo c'est une bonne configuration, je n'ai pas essayé les autres mais ça me semble plutôt pas mal, parce que du coup j'ai pas eu de grosses difficultés à vaincre le jeu. Ce qui est ultra important aussi, c'est d'améliorer son personnage. Clairement ça demande de la thune, cette thune là
économiser pour avoir toujours de la nourriture pour pouvoir vous remonter entre des scénarios, mais dès que c'est possible, achetez des compétences. Et n'achetez pas des compétences n'importe comment. Sur ma voleuse, j'ai terminé avec 8 compétences. Vous avez tout ça de niveau 1 qui est achetable et tout ça de niveau 2 qui est achetable, qui sont des cartes qui peuvent améliorer des niveaux 1 ou faire des niveaux 2. Vous allez devoir vraiment faire des builds. Lisez pas juste une carte en disant « Oh, celle-là, elle a l'air cool, j'y vais ». Non, faites des builds qui sont efficients, qui vont bien ensemble. Là, j'ai vraiment fait un build full furtif et dès que possible, bam, je fais un assassinat ou un truc comme ça qui fait que je perds mon token furtif, mais une fois par tour, on peut dépenser une énergie pour récupérer un furtif et donc finalement, on peut réussir à rester dans l'ombre, ne pas prendre trop de dégâts, faire un gros coup qui va tuer 1 ou 2 mecs d'un coup et recommencer. Donc vraiment, vous avez, je ne sais pas combien il y a de cartes, hein, il doit y en avoir une trentaine de cartes de compétences, essayez de faire en sorte que ça rentre bien ensemble parce que vos compétences, ça va vous coûter cher. Vous n'allez pas en acheter des masses, hein. Vous commencez avec 4 compétences, si je ne dis pas de bêtises, ou 2 compétences, peut-être 2 compétences au départ, et vous allez finir avec 8 compétences max sur tout ce paquet-là. Donc il faut faire un build qui est efficient et le build de votre autre personnage, il faut que ça aille bien ensemble. C'est une partie qui est ultra intéressante, mais qu'il faut bien réfléchir, sinon vous êtes dans la merde. Bien sûr, vous avez un peu d'équipement, un peu d'objets, etc., des armes que vous allez pouvoir acheter, mais le gros, c'est ce build et la notion de cette connaissance qu'il faut avoir, de ne pas prendre de dégâts, histoire d'être safe. Et donc, en soi, cette idée, elle est ultra intéressante, parce que justement, on ne vous demande pas de tout tuer, tout bazarder, on vous demande d'être rapide et efficace, ce qui crée une mécanique un peu différente. Il faut gérer les dés, on a des moyens un petit peu de les mitiger en fonction des compétences qu'on va débloquer, mais ça crée une sensation de jeu très différente. On n'est pas juste là à faire le bourrin en mode Massive Darkness ou quoi que ce soit, non, il va falloir être fin, il va falloir être délicat, il va falloir du coup, ça va vraiment être un puzzle game. La petite différence du solo, c'est que en multijoueur, normalement, vous lancez vos dés, vous avez un paravent et l'autre a aussi son paravent. Donc en fait, vous n'avez pas le droit de discuter des valeurs de votre dé. Vous pouvez parler de vos stratégies, mais pas des valeurs des dés. En vrai, je pense que le vrai mode multijoueur est plus compliqué parce que c'est plus difficile de ne pas savoir ce que les autres ont. En solo, on lance les dés, on a directement le visu sur les 8 dés qu'on va avoir. Du coup, l'application, a priori, de ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas vérifié, va nous proposer des ennemis un petit peu plus compliqués, un peu plus forts, histoire de compenser un petit peu la difficulté. Et donc c'est vraiment très sympa. En plus de ça, on a du matériel qui est top. Alors le jeu coûte un peu cher, je crois qu'on est à 90 €, un truc comme ça, donc on est sur une grosse boîte. On a des figurines, on a plein de dés, on a tous des petits trucs comme ça pour compter les ressources, on a des tokens ultra épais. Je m'étais tâté à prendre la version Deluxe avec des tokens d'ennemis en bois. Il n'y a pas besoin, les meeples en carton, les tokens en carton sont ultra épais et ça se dépunch super facilement et c'est franchement très épais, ça ne va pas s'abîmer, ça a une belle tête. On a des petites boîtes pour chaque joueur pour que tout soit bien rangé, pareil pour les ennemis. On a des game trails pour ranger toutes les ressources. On a une aide de rangement pour tout mettre dans la boîte et ça franchement c'est super utile. Et puis on a aussi une autre bonne idée qui rentre dans ce matériel qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a cette énorme carte. Cette énorme carte, c'est la carte des Aphirs, et puis on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Au départ, ça sera totalement vierge. Ça va être les différents points clés de la ville. Vous voyez que moi, j'ai encore 4 endroits que je n'ai pas découverts, parce que justement, il y a des embranchements, des choix que je n'ai pas fait. Quand le jeu vous dit de découvrir un endroit, eh bien en fait, vous allez décoller l'autocollant et faire apparaître ce qu'il y a en dessous. En vrai, c'est pas très utile. Est-ce que j'ai vraiment besoin de découvrir au dernier moment que le 11, c'est le palais Choroldi alors que ça se voit que c'est un palais sur la carte? Eh ben, c'est un petit bonus. En vrai, c'est plaisant d'avoir notre petit autocollant et de le décoller pour découvrir ce qu'on a derrière. Alors, à force, ça a tendance un petit peu à se plier parce qu'on doit forcer un peu pour aller chercher le petit truc. Mais c'est un petit plaisir d'aller découvrir, d'avoir l'impression de progresser dans l'histoire parce qu'on a un nouveau point clé. C'est vraiment juste de la sensation et non pas du vrai gameplay, mais c'est sympa. Et surtout, ce qui est vraiment très bien avec cette carte, c'est que très souvent, on va avoir un micro-macro. On va avoir une carte qui va nous dire, eh ben, vous êtes là, et il faut trouver la rose des sables, je ne sais pas. Et du coup, vous allez commencer à regarder sur votre carte qu'est-ce qui pourrait ressembler, à quel endroit vous pourriez trouver cette rose ou quoi que ce soit, ou ça va vous donner une sorte de plan à base d'énigmes qui vous dit que il faut aller là. Et donc vous allez commencer à trouver ce qui pourrait correspondre, et sur votre application, vous allez mettre « je me déplace vers l'est ». Je me déplace vers sud, etc. et jusqu'à arriver au point clé. Donc vous avez vraiment une vraie interaction sur la carte, une vraie sensation d'exploration, de recherche. Ces petites phases qui sont finalement peut-être un peu répétitives à la fin parce que
ça crée, il n'y a pas le petit gimmick qui se renouvelle, mais c'est plaisant d'avoir une vraie carte et que ça serve à quelque chose. Alors, si vous êtes totalement perdu, au bout d'un moment, le jeu va vous aider, va vous donner la réponse, mais c'est vraiment une partie qui est rafraîchissante entre deux scénarios, d'essayer de chercher un petit peu, de quêter. Hein. Vous avez des statues qui vont être des indices, peut-être ça va correspondre à certaines choses. Ça, c'est une vraie bonne idée, avec cette notion des autocollants qu'on va retirer pour progresser un peu. Donc moi franchement Fate Forge c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, ça sera un Zogmador, un jeu qui propose un scénario qui est peut-être classique mais qui est efficace, qui se joue en une vingtaine d'heures, qui propose un gameplay assez original. Alors en fait, le assez original, ça reprend l'idée de Vengeance Roll and Fight, mais sans le côté chronométré. Mais on a les mêmes icônes, la même typo, parce que c'est le même auteur et le même éditeur. Mais ça propose un jeu d'aventure avec un système, une mécanique un peu différente, un peu originale, où le but c'est d'être efficace et précis, ce qui va parfaitement avec mon rôle de voleuse que j'ai pris pour le truc, avec des vrais builds qui vont changer un peu la manière dont vous allez jouer vos personnages, avec un matériel qui est top, avec une difficulté qui n'est finalement pas trop ardue, mais pas trop simple non plus. Et une application, je sais que la plupart des joueurs de jeux de société n'aiment pas les applications, mais là, elle est juste ce qu'il faut, surtout pour la narration et la mise en place, avec quelques petits rappels au bon moment, etc. Je trouve qu'il y a vraiment très peu de défauts, à part la mise en place des scénarios qui est des fois un petit peu longue parce qu'il y a plein de tuiles à mettre en place, etc., et qu'il faut les crier, tout ça. Mais sinon, et peut-être le scénario qui a un poil convenu, mais sinon j'ai trouvé ça très efficace. Fate Forge, si vous doutiez de si c'était fait ou pas pour vous, eh bien très clairement, allez-y. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez de Fate Forge ou du jeu de rôle dont le jeu est tiré, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.